Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'une série Éoli. Alors que l'été indien est déjà loin, vous allez devoir distribuer des sucreries à des enfants maladroitement déguisés qui frappent à votre porte ou comme moi leur claquer la porte au nez. Vous l'avez compris, c'est bientôt Halloween et suspense, on va vous parler aujourd'hui de séries d'horreur. Plus précisément de X-Files à American Horror Story, on va essayer de décrypter ces programmes qui vous font sursauter, crier ou trembler. Aujourd'hui, formule à l'ancienne, que la famille, avec Julia Baudin, journaliste à TV Magazine. Bonjour Maxime, en fait les autres auraient pu venir, simplement ils ont tous tellement peur que... Constance Jamais, journaliste au Figaro.fr. Bonjour Constance. Salut Maxime. Et Vincent Joly, son retour après une longue pause estivale. Bonjour, mais tu travaillais, on va le dire, mais ça, juste tu n'étais pas dans l'émission. Journaliste au Figaro Magazine. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook du Figaro, également sur la homepage du Figaro.fr. Vous pouvez poser vos questions, partager vos réflexions. On vous répondra autant qu'on le peut. On va se plonger dans le sujet déjà en commençant avec un sujet d'actu, avec le retour de Stranger Things sur Netflix. Wouhou. C'est tout de suite l'actu. Alors, Stranger Things, saison 2, c'est depuis aujourd'hui disponible sur Netflix. Constance, tu as vu déjà des épisodes. J'ai même vu l'intégralité. L'intégralité déjà. On va regarder la bande-annonce et ensuite on en parle avec toi. On Halloween night, Will saw a sort of shadow. Maybe all of this is happening for a reason. These are not nightmares. It's happening. And it all leads back to here. This thing. You said it was all in his head. And what have you done? Nothing. What is wrong with my boy? I don't understand. I love you, Lord. She always did. It's like it's reaching into Hawkins. If anyone knows how to destroy this thing, it's Will. Oh my God. Don't you think it's weird how we only seem to hang out when the world's about to end? It's not like it was before. It's grown. It's Judgment Day. Which is why we need as much help as we can get. It's almost here. Vous auriez dû être là pendant la bande-annonce. Vincent était très énervé. C'est la pire bande-annonce du monde. Pourquoi ? Mais on voit tout. C'est une longue bande-annonce pour promouvoir cette série sur laquelle Netflix compte beaucoup. D'ailleurs, si vous habitez à Paris ou même dans d'autres villes, je ne sais pas, il y a des affiches partout. Constance, qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans cette seconde saison ? Alors, donc, nous, il faut savoir qu'on est sous embargo strict de ne pas révéler grand-chose, même si la bande-annonce en révèle déjà beaucoup, comme disait Vincent. Il n'y a plus besoin de regarder. Donc, en quelques mots, cette saison, elle est plus sombre, plus intense, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que chacun des personnages, que ce soit les grands, les ados ou les parents, ont chacune une intrigue qui, à la fin, va converger sur un même point pour un final où tout le monde a à peu près les mêmes enjeux et la même urgence. Et alors, moi, ce que j'avais un peu peur, c'est que toute la promo de la saison 2, il y avait une très bonne détournement de campagne d'affiches de films cultes. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas se sombrer dans la nostalgie à outrance, les clins d'œil, le fan service? Alors, le début de la série démarre vraiment en douceur, et au départ, ça fait vraiment clin d'œil un peu trop appuyé, notamment à SOS Fantôme. Et c'est après, au bout de 2-3 épisodes, que la série prend vraiment son rythme et qu'elle tient ses promesses, c'est-à-dire qu'on va enfin en savoir un peu plus sur la mythologie de la série, sur la créature, sur d'où vient
Eleven. Et donc, je pense que pour une deuxième série, c'est une saison qui s'émancipe un peu de sa saison 1, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr les références, et cette année, on aura beaucoup de références à Alien et un petit peu à l'Exorciste. Mais on va découvrir un peu ce qui agite les personnages et ce qu'ils ont retenu de ce qui s'est passé l'année précédente. Donc moi, je trouve que c'est un essai qui est conclu par rapport à la bonne surprise et à la fraîcheur de la saison 1. Est-ce que Winona Ryder a appris à jouer ou pas? Alors, je pense que ça va être notre premier désaccord de la journée. Moi, je pense qu'elle est moins hystérique. Toi, tu as entendu son timbre de voix une seconde et tu as fait tomber dans les pommes. Non, donc je pense que tu ne seras pas d'accord. Je rappelle juste, comme c'est sorti aujourd'hui, vous avez peut-être, je parle à nos internautes, vous avez peut-être déjà vu des épisodes, vous pouvez réagir, nous dire ce que vous en avez pensé. Vincent. Non, mais les 30 premières minutes du premier épisode, c'est génial. Il y a tout ce qu'on aimait dans la première est de retour. On a du Whitesnake en bande-son. Il y a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est bien stylé. Genre, on est vraiment dans tout ce qu'on aime de Stranger Things. Et puis tout d'un coup, il y a une scène avec Winona Ryder. Et puis la magie, elle est partie. Je trouve que tu es un peu injuste. Elle ne fait pas que crier dans cette saison. Peut-être qu'il ne faut pas se focaliser sur elle. C'est vrai qu'elle ne crie pas dans les 30 premières minutes. Voilà. Déjà, tu lui reconnais ça. Elle a une jolie intrigue avec Sean Austin, l'ancien des Goonies. Toi, t'as vu que des épisodes? Non, vu ou pas encore? j'ai commencé le premier épisode, mais voilà, et maintenant que la bande-annonce vient de tout me ruiner, En même temps, on ne va pas faire toute l'émission sur Winona Ryder, sans doute, mais elle sait ce qu'on lui demande de faire. Au-delà. Ah ouais, d'accord. Au-delà de son aptitude ou de son talent ou de son absence de talent d'actrice, elle est dans le rôle de la mère hystérique. Oui, mais on peut faire une bonne mère hystérique. Là, elle joue mal, en fait. Il y a un plan sur elle. Est-ce qu'elle est encore hystérique comme dans la première saison? À un moment, son fils a plus disparu. Là, il y a l'enjeu de la réadaptation, exactement comment Will a digéré ou pas cette expérience, voire pas du tout d'ailleurs. Et donc, il y a des moments où effectivement, elle est à nouveau comme l'année dernière, où elle il faut sauver mon fils, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des moments où elle est plus calme, où elle envisage de se recréer une vie pour elle-même. Et franchement, je trouve que t'es dur avec elle quand même. Stranger Things, les internautes ont décidé. Tu conseilles, toi, Stranger Things saison 2? Moi, franchement, j'ai été aussi charming dans la saison 1. Et puis, je trouvais que le tournant un peu plus sombre. Et moi, ça m'a plus angoissée parce que la saison 1, j'avais pu regarder sans couper le son. Et là, il y a des passages où j'ai coupé le son. Parce que ça me crispait trop. Et donc, je trouve que ça t'a fait peur, donc. Oui, moi, je suis une petite nature. On va le voir. Mais moi, je peux pas regarder The Walking Dead ou American Horror Story. Moi, je m'arrête à X-Files et Buffy. Et ça suffit à me vivre. Donc, je ne sais pas si je suis une très bonne cliente pour aujourd'hui, mais je trouve que c'est tout ce qu'une saison 2 peut être. Walking Dead, en même temps, tu peux pas regarder parce que The Walking Dead, on va en parler juste après, justement. Donc, tu conseilles Stranger Things saison 2, Constance. C'est sur Netflix, c'est disponible depuis aujourd'hui, tous les nouveaux épisodes. Et tout de suite, on va passer à notre débat du mois. Dans un premier temps, on a voulu s'intéresser au sous-texte de ces séries d'horreur parce que, bien sûr, elles nous font peur, elles peuvent nous faire sursauter, mais il y a un message quand même derrière ces séries. Peut-être la série la plus emblématique quand même là-dessus, c'est Buffy, qui utilise les monstres, qui utilise les démons pour en fait parler aussi de la manière dont une jeune fille et ses amis grandissent dans l'adolescence. Il y a aussi clairement un message ultra féministe dans Buffy contre les vampires. Dès la première scène du pilote, on voit, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce premier épisode de Buffy, on voit une jeune femme et un homme dans un univers, une atmosphère inquiétante. Cette jeune femme... Et en fait, on a l'impression que c'est l'homme qui menace la jeune femme. Et en fait, au dernier moment, on s'aperçoit que c'est elle le vampire et c'est elle qui attaque l'homme. Buffy elle-même, petite blonde, qui pourrait apparaître frêle comme ça, et en fait, la tueuse de vampires qui effraie tous les démons. Alors, pour parler un peu de Buffy et de tous les messages qu'il y a dans cette série, déjà, je vous propose de regarder un extrait. C'est un extrait qui vient de la dernière saison. À la fin de la saison de la série de Buffy, elle partage son pouvoir avec toutes les tueuses potentielles. Elle leur tient ce discours. What if you could have that power? Now. In every generation, one Slayer is born. Because a bunch of men who died thousands of years ago made up that rule. They were powerful men. This woman is more powerful than all of them combined. So I say we change the rule. I say my power should be our power.
Bon, c'est assez clair dans cet extrait. Pourquoi c'est devenu culte, Buffy ? Disons qu'au départ, c'était une série qui prenait un peu les codes de la série pour ados. Et au départ de Buffy, elle dit à un moment, le lycée, c'est l'enfer. Et en fait, c'est pas si métaphorique que ça. C'est-à-dire que le lycée est sur la bouche de l'enfer. Mais cette série utilise tous ces monstres, tous ces cas surnaturels pour expliquer un peu ce que c'est de trouver sa voie, d'être à la marge d'une classe, de ses pairs. Et aussi comment se frayer son chemin et assumer ce qu'on connaît pas, sa sexualité. Et aussi assumer ce qu'on veut être, l'avenir. Et il y a bien sûr le côté très romantique du vampire, mais c'est aussi une question de choix, d'affirmation, de lutter contre le destin, mais aussi de lutter contre la majorité et d'affirmer sa voix. Enfin, il y avait Buffy, il y a aussi le parcours de Willow à ce point de vue-là qui est assez intéressant, qui est assez étonnant d'ailleurs quand on se souvient des débuts du personnage. Il y a Georges qui nous demandait sur le chat, peut-on regarder en famille cette série ? Je ne sais pas s'il parle de Buffy ou de Stranger Things dont on parlait tout à l'heure. Stranger Things, c'est un peu trop... en famille, ça dépend. Je trouve que c'est bien quand on a plutôt 12-13 ans, parce qu'il y a des passages qui restent quand même bien impressionnants. Et... Bon, on peut regarder avant. On va dire à partir de 10 ans. Pour Stranger Things, à partir de 8 ans. Et Buffy à partir de 6 ans, c'est quand même, à l'origine, c'est une série qui est devenue culte par son côté fantastique, mais c'est aussi une série pour ados. C'est une des premières grandes séries pour ados, d'ailleurs, avant même que Disney ne se mette à vomir des séries pour ados chaque année, type Violetta et compagnie. Il y a eu Buffy, et c'est aussi grâce à Buffy et à la qualité de cette série-là qu'elle est restée la série culte pour ados, au-delà du caractère fantastique, ou horrifique, pardon, du concept de la série. Elle était quand même en troisième partie de soirée dans la trilogie du samedi soir sur M6. Et faut savoir... ça veut dire que c'était quand même un peu pour les grands. Ça, c'est le cahier des charges français aussi. Il y a 25 ans. Non, mais je pense qu'en France... Il y a 20 ans, Buffy a 20 ans. Mais d'ailleurs, c'était cette année, il y a eu beaucoup d'articles. Parce qu'aux États-Unis, elle était diffusée en première partie de soirée sur la CW. Oui, non, mais en France, je parle, c'est la trilogie du samedi on a tous grandi avec ça. Mais c'est juste parce que c'est une série géniale. Les dernières saisons, moi, j'ai pas regardé parce que, comme pratiquement toutes les séries qui sont sur cette liste, à partir de la 3e saison, on sait plus ce qui se passe. Et les scénaristes moi, j'ai décroché à partir de la 6e. Moi, j'ai tout regardé plusieurs fois. On va parler de True Blood, quand même, qui nous a mis des fées, des loups-garous, à peu près. C'était dans le texte original en même temps. Oui, mais c'est pas parce que le texte originel est mauvais que tu dois le suivre. Mais c'est pas dans ce genre de série, on commence avec un début d'univers, quelques créatures, puis après on en introduit d'autres. C'est normal aussi. Une fois que t'as les vampires, t'as tout le temps soin derrière. Je pense qu'on va en parler naturellement dans vraiment, la liste des séries. True Blood, on va en parler. D'ailleurs, j'allais poser la question en quoi ça aide finalement d'utiliser cet univers de créatures supernaturelles pour en fait raconter aussi ce que tu disais, Constance, notamment sur Buffy. Typiquement dans True Blood, c'est aussi ça. C'est complètement une allégorie, une métaphore pour les persécutions de la communauté LGBT notamment. Ou n'importe quelle communauté. Ou n'importe quelle communauté qui se fait... J'insiste sur la communauté LGBT parce qu'il y a même dans le vocabulaire les vampires le coming out des vampires aux humains. On est quand même, à la fin, ils sont quand même... Il y a une maladie qui les décime. Enfin, il y a quand même des parallèles... assez évident. C'est la patte Alan Ball, ça, dans True Blood. Alan Ball qui a fait Six Feet Under. Enfin, voilà, on ne le présente plus. Enfin, c'est un des plus grands, je pense. Carl nous dit excellente émission, merci. Puis Alan Ball, il faut quand même rappeler qu'il a quand même écrit le scénario d'un petit film qui s'appelle American Beauty, qui a eu, 6 Oscars, je crois, et qui reste un des meilleurs films de Sam Mendes. Mais Alan Ball, déjà dans Six Feet Under, il abordait tous les... Ces personnages abordaient vraiment toutes les communautés et toutes les... Enfin voilà, il a toujours mis beaucoup de diversité dans ses séries. Et je pense qu'avec True Blood, il a vu une opportunité de faire comme X-Men. Ouais. X-Men qui est aussi une allégorie pour la communauté LGBT. Je pense que True Blood, c'est un peu la même chose. Il a renouvelé le genre vampire un peu avec Alan Ball avec True Blood. Il l'a rendu encore plus sensuel, mais c'était pas le même diffuseur que Buffy, donc c'était peut-être plus facile. Il l'a rendu moins accessible, ou en tout cas accessible à une autre catégorie de téléspectateurs. Comme on le disait tout à l'heure, Buffy, c'est vraiment une série pour ados. C'est une rite de passage. Buffy, tu peux le regarder maintenant et plus tard. True Blood, je pense que c'est plus un goût qui s'acquiert ou pas. Enfin, il faut aimer le côté graphique. C'est HBO, déjà. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de cul absolument toutes les 2 minutes dans la première saison. Il y a ce qu'on trouve. On trouve dans True Blood ce qu'on ne trouve pas dans Buffy. Chez Buffy, ça reste quand même très très soft, alors que dans True Blood, c'est
l'érotisme lié à la figure du vampire et à la mort et à la transformation qui est paroxystique quasiment d'épisode en épisode. Il y a des scènes de sexe qui sont vraiment d'anthologie dans True Blood qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Game of Thrones n'a pas fait mieux. Hein. Parce que les vampires sont partis dans la mythologie True Blood, la mythologie écrite par Charlene Harris. Parce que ça vient d'une série de livres. Ça vient d'une série de romans. Mais le vampire qui, par définition, est mort, a quand même un furieux besoin, un appétit insatiable de vie et du vivant qui passe par l'érotisme et qui passe par la chair et par la relation charnelle à l'autre. Alors en plus, comme les humains et les vampires s'entremêlent, ça donne des situations tout à fait explosives. Et les humains vont même chercher la compagnie des vampires. Et les humains cherchent la compagnie des vampires dans parce qu'ils ont espèce de jeu dangereux aussi. C'est un peu. Puis leur sang a des pouvoirs en plus dans True Blood. Le pouvoir, oui, et même c'est une drogue aussi. C'est une drogue, oui, complètement. Non, mais la mythologie de True Blood, elle est excellente et c'est d'ailleurs pour ça c'est très dommage qu'à partir de la 3e saison, ça part complètement en cacahuète avec les loups-garous, les fées. Enfin, moi, le moment où il y a eu les fées. Il y a trop de monde. Déjà, ils ont fait mourir le meilleur personnage de la série, Godric, qui n'apparaît que dans 8 épisodes, qui est incroyable. Tout le rapport avec Eric était juste fascinant. Ils le font mourir. Bon, ça, je ne sais pas si c'est dans les livres. Je n'ai pas lu les livres. C'est un peu dommage. Mais encore une fois, toutes les autres qui sont dans cette liste et dont on va parler, à partir de la 3e saison, c'est douloureux quand même. Alors, ça dépend qui. Aussi The Walking Dead, dont on va parler là justement. J'ai arrêté de parler, mais les gens qui continuent de regarder me disent on sait même plus à propos des zombies en fait dans Walking Dead. On va regarder, parce que le Walking Dead, la saison 8 vient de sortir, c'est disponible sur OCS à l'heure américaine plus 24, donc en fait un jour après, c'est lundi, un jour après la diffusion américaine. On regarde la bande-annonce et puis on peut en parler juste après. With everything we've beaten, everything we've endured, everything we've risen above, everything we've become, no matter what comes next, we've already won! Over your ears. I don't die. We need to keep our faith in each other. If we can hold on to that with everything we have, the future is ours. The world is ours. Thank you, Your Majesty. For what? For being such a cool dude. You are about to shit your pants. Donc tu le disais juste avant, Vincent, 8 saisons, c'est trop pour The Walking Dead? Non, mais je sais pas. Mais en même temps, là, je parle que de mon sentiment. Non, mais en même temps, c'est un sentiment qui est relayé par bien des gens. Oui, ils font moins d'audience aussi aux États-Unis. Il fallait que la série se... Non, mais c'est la théorie des vases communicants. Il fallait que la série se réinvente, je pense. Et elle s'est réinventée, effectivement, au détriment des zombies et au profit des communautés et des luttes intestines. C'est ça, en fait, que ça raconte maintenant The Walking Dead. C'est comment se réorganisent les humains après un cataclysme. Ça l'a toujours été, hein. Même avant, où les zombies étaient vraiment une menace. Parce que moi, ce qui m'énerve maintenant, j'avais l'impression de regarder une série où, en fait, les zombies étaient plus une menace. C'est un peu dérangeant. Walking Dead, à partir de la saison 2, la saison 2, en même temps, ils sont dans une ferme et ils font rien, donc on la passe. Mais après, le problème, c'est que dans la première saison, c'est à propos des rapports humains entre les personnages, mais au moins, il y a cette tension qui est créée autour par les zombies. Après, moi, j'ai arrêté à la saison de la prison, là, quand on nous présente le méchant, et pour nous faire comprendre qu'il est bien méchant, on nous montre un plan où il a des têtes de zombies dans sa pièce secrète. Là, j'ai dit bon. Puis après, le risque, c'est que quand les séries continuent, les très bons personnages, par exemple Daryl, qui est joué par Norman Reedus, qui est un personnage incroyable, il se met à cabotiner parce qu'on sait que c'est beaucoup pour lui qu'on regarde. Mais pareil pour Rick, il s'appelle. Rick Grimes. Ils cabotinent tous en fait. Et, la question de la violence aussi dans cette série, il s'est beaucoup critiqué pour cette question, sur ce sujet-là, la violence Elle a été particulièrement critiquée au moment de la saison 7.
La saison 8, a priori, est moins... Ils ont entendu ce qui avait été dit. Moins insupportable. Ouais. Même si moi, personnellement, depuis le début, je trouve ça particulièrement insupportable. J'ai arrêté de regarder Walking Dead, s'il s'agit de donner son sentiment, au moment de l'accouchement, de la naissance de Judith. Après, c'est devenu plus possible. C'est la petite. Et la gamine. Ensuite, la gamine disparaît. On retrouve son petit panier plein de sang. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était plus possible. Elle était peut-être insupportable. Elle était insupportable. Je crois que tout le monde a célébré sa mort. Tu vas la mettre dans le même panier que Winona Ryder. Mais ouais. Il y a quelque chose dans Walking Dead qui d'ailleurs correspond bien à une certaine mouvance des films d'épouvante d'aujourd'hui, comme la série Saw ou des choses comme ça. C'est qu'il y a une espèce de perversion ou de perversité de la façon dont on montrer la violence gratuite sans qu'il y ait plus... Il n'y a pas de message, comme on en parlait tout à l'heure. Les grands films d'horreur des années 70, des années 80, les bonnes séries d'épouvante, elles disent quelque chose. Là, effectivement, Walking Dead, la première saison, ça parle des rapports humains. Et après, c'est vrai que ça s'essouffle très vite. Ça se réinvente pas. Ils font des tentatives de saison en saison en introduisant des nouveaux personnages, le borgne, etc. Mais surtout, ça fait pas peur. En fait, le problème de toutes ces séries, c'est que ça fait pas peur. Ça fait pas peur, c'est juste très pugnant. Cœur quand même. C'est juste dégueulasse, voilà. C'est l'effet que ça me fait. Ouais, en fait, c'est comme ça maintenant qu'on essaie de faire peur, et c'est le problème que j'ai dans les séries, et c'est pour ça qu'X-Files était tellement génial, c'est que à part des jumpscares et des trucs dégueulasses, en fait, on sait plus quoi faire pour faire peur aux gens. On ne sait plus faire peur. On va parler d'American Horror Story, qui est apparemment une référence. Moi, je ne connaissais pas cette série. On m'a dit la meilleure, c'est la saison 2. Donc, comme c'est des séries qui peuvent se regarder complètement. C'est des anthologies, ouais. J'ai regardé le premier épisode. Enfin, c'est le manuel du petit mec qui veut faire peur, quoi. C'est des jumpscares, un truc moche, des jumpscares, un truc moche, un personnage qui est pas content. Enfin, c'est pas. Oui, mais il y a quand même une espèce de fantaisie. Il y a un baroquisme dans American Horror Story, voulu savamment étudié par Ryan Murphy, qu'on ne trouve pas du tout dans Walking Dead. Walking Dead, il n'y a même pas ça. Ah oui, non, il n'y a même pas la beauté du geste, si je puis dire. Non, ça c'est vrai que oui, voilà. Au moins c'est pour les gens qui aiment cet écrin, c'est vrai que c'est parfait, American Horror Story. J'ai l'impression. Mais avec des ambiances aussi très différentes selon les saisons, justement, ça permet aussi de changer un peu. Après, bien sûr, les recettes reviennent, ça c'est sûr, mais de la saison 2, qui est quand même très glauque, moi, c'est aussi, pour le coup, ma préférée dans American Horror Story, mais qui est très... bien dégueu parfois et qui va loin avec le docteur nazi, qui fait des expériences t'as quand même avec le diable. Mais après la saison 3, on en parlera après, mais qui raconte l'histoire de sorcières à la Nouvelle-Orléans, mais avec une ambiance quand même, on sort de ce truc très étouffant de l'asile de la saison 2, je trouve. Un asile, c'est étouffant. Mais est-ce que tu es vraiment au bord de ton siège ? Parce que c'est ça le problème. Enfin, au bord de ton siège. Ça dépend des saisons. Moi, j'avoue que la saison 2, comme c'était nouveau aussi à l'époque, quand il a relancé un peu le genre d'horreur, c'était un peu le premier à relancer ça à la télévision. Il a relancé l'anthologie et l'horreur, je trouve que l'horreur... autant d'horreur dans une série, voilà, une série d'horreur est présentée comme ça, c'est dans le titre. C'était aussi à l'époque nouveau. Moi, ça m'avait attiré en effet. Mais voilà. Alors, on va juste passer. De toute façon, American Horror Story, on va en reparler un peu plus tard. Mais on va parler maintenant des inspirations de ces séries, notamment de l'inspiration qu'elle tire de la littérature classique. Et ça, c'est toi, Julia, qui veut nous en parler. Oui, très modestement, il y a ce qui fait, je pense, le sel de toutes ces séries d'épouvante, c'est que la plupart d'entre elles s'inspirent de près ou de loin de quelque chose qui a été d'un monument ou d'un moins monument de la littérature, généralement de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. On pense à Mary Shelley et Frankenstein, on pense à Melmoth, on pense au roman de Théodore Fontane ou Dracula. De gens comme ça, ou à Dracula de Stoker, qui sont des auteurs romantiques, mélancoliques,
profondément imprégnés de leurs propres racines et qui ont inventé, profondément imprégnés également de légendes qui jusque-là, pour la plupart, étaient très anciennes. Je ne parle pas de Frankenstein, parce que ça, c'est vraiment une fantaisie de Mary Shelley qui avait bu trop de laudanum avec ses copains. Mais le Dracula, le mort-vivant, qui vient de Transylvanie, du fin fond des Carpates, qui est une région qui est vraiment très à l'est de l'Europe et même déjà en Orient. Enfin, il y a quelque chose de très beau là-dedans. La bête qui se réveille la nuit, qui sort de sa tombe, qui est très mélancolique. Il y a une très grande poésie là-dedans. Et je pense que les séries d'épouvante qui sont les mieux réussies, ce sont les séries qui parviennent à recréer cette mélancolie, ou en tout cas à la montrer, ouais. et même pour certaines à la sublimer. Moi, j'aime bien American Horror Story parce que, au-delà du côté un peu mécanique de la structure, comme le disait Vincent tout à l'heure, il y a quelque chose de très poétique et qui en même temps est un peu ado, un peu régressif, parce que c'est Ryan Murphy quand même. Il a fait Glee avant, il a pas. Mais c'est super Glee. Mais c'est super Glee, on est d'accord. Mais et puis il y a des séries plus sérieuses entre guillemets. Mais qui sont magnifiques. Là, je suis. Mais tu parlais là. Loin, mais je suis partie loin. Continue. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la poésie. Mais voilà, et il y a ce qu'on appelle le gothique anglais dans la littérature, qui est un mouvement littéraire qu'on n'a pas connu en France, parce qu'on était déjà presque dans le post-romantisme, et très vite on a eu le naturalisme, donc il fait qu'on ne pouvait pas inventer des histoires pareilles en France, alors que les Anglais les sœurs Brontë, tout le monde, ils sont portés par tout ça. Ils sont portés, les Allemands aussi, et puis les Polonais. Enfin, ils sont portés par des légendes, par des créatures que j'ai bien peur que nous ne les ayons pas chez nous. Il y a une question sur Twitter. En fait, ils n'ont rien inventé. Ben non. C'est une perpétuelle réinvention, de toute manière. Ils adaptent, ils réinventent, ils réactualisent. On réactualise un mythe. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est un peu de digression, mais ce qui est intéressant dans Twilight, c'est que Stéphanie Meyer... Non, on va pas parler de ça. Stéphanie Meyer a exactement repris le modèle des Hauts de Hurlevent. C'est son modèle principal. Oui, mais dans les Hauts de Hurlevent, il n'y a pas de vampire qui brille, en fait. Non, mais en gros, Edward, c'est Heathcliff le tourmenté qui conduit un peu sa bien-aimée à la dépression, et dans les Hauts de Hurlevent, c'est au suicide. Oui, mais c'est quand même le modèle de base de Stéphanie Meyer. C'est Les Hauts du Hurlevent réadapté en vampire avec le beau ténébreux qui est très noble et qui est du coup très bête. Il y a des bruits la nuit dans la maison dans Les Hauts du Hurlevent. Il y a la fenêtre qui tape à la... Moi, j'étais scotchée dans mon lit à 2h du matin, adolescente, en lisant Les Hauts du Hurlevent. Oui. Voilà. On parle justement le vampire. On revient sur Terre. Le vampire, il est réadapté notamment. Là, on va parler en fait de cette galerie de créatures supernaturelles qu'on trouve dans ces séries. Donc la plus connue, c'est le vampire. Voilà, ça a donné lieu à une très très belle typologie de personnages. Exactement. Voilà. Il y a le vampire dont tu parlais de Twilight. Bon, c'est au cinéma, mais très aseptisé. Clairement, oui, il y a eu un regain de popularité quand même du vampire à partir de Twilight ou... Même, est-ce qu'il a jamais vraiment été absent? Il y a eu Buffy, il y a eu Angel, il y a eu Twilight, il y a eu Vampire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Buffy, mais Buffy, on avait le vampire défiguré. True Blood, on a le vampire, disons... Un peu défigurant mais dans Charmed aussi, il y avait des vampires. Mais le vampire de True Blood, il serait plus proche du vampire dont je parlais, enfin de la figure du vampire dont on évoquait un petit peu plus tôt. Là-dessus, on va regarder un extrait de True Blood où on voit en fait... Alors, c'est la première rencontre entre Sookie, l'héroïne de True Blood, et Bill, le vampire. Quand ils se voient, en fait, c'est pour montrer ce côté, voilà, le vampire qui a cette aura qui attire finalement tout le monde. Attends, ça marche particulièrement bien parce qu'ils sont ensemble dans la vraie vie, faut le dire. Oui, mais là, on parle de la série. Oui, mais parce qu'à l'écran, c'est vrai qu'il y a une vraie tension entre deux, mais parce qu'en l'occurrence, ils sont. Tu penses qu'on peut pas. Bon, c'est un autre débat, mais. Mais non, mais c'était le petit truc. En plus, la petite fun fact. On regarde l'extrait de True Blood.
jumeaux qui sont ensemble dans la vraie vie. Ils ont même 2 jumeaux. Ils ont même une paire de jumeaux. Mais il y a aussi Eric, en effet, Voilà. qui est un peu pareil. C'est ça, Vas-y, parce que parle ça, d'Eric, Vincent. Pour le coup, moi, là, je suis team bien- Eric, je préfère. Mais bien Team sûr, Bill. mais tout le Team monde. Bill Mais tout le monde. Team quoi, Team Julia quoi Merci. Team Bill Team Team Bill. Eric. À fond. On est des filles. Bah ouais. Mais Alexander, enfin le mec qui joue Skarsgård, Tarzan, Skarsgård. voilà, lui là, il est incroyable. Et alors lui, pour le coup, sa première rencontre avec Suti, c'est beaucoup moins surjoué que ça. C'est vraiment beau parce que Non, mais c'est faut quand beaucoup même mieux dire que- réalisé faut aussi. dire quand même que Bill, il a un agenda caché. Il a pas rencontré Suki par hasard. C'est ce qu'on découvre Oui, ensuite. non, mais là déjà, tu spoil pour ceux qui n'ont Bah, pas vu la t'avais série. qu'à c'est finir la pas série. sympa. Mais non, mais alors je veux pas. Mais c'est surtout que Eric, on sent vraiment que c'est le personnage qui a pris de l'importance parce que tout de suite les fans l'ont adoré. Enfin, déjà il joue impeccablement bien. C'est le meilleur personnage de la série avec Godric très clairement. Moi je regarde pour Eric, le reste, Suki qui est une fée ou je sais plus quoi. Moitié fait, moitié humain. Ouais, voilà, moitié, je sais pas. Ouais. Non, et puis le finalement, frère est Eric, bien. c'est aussi un personnage. C'est le le vampire méchant parfait, qui devient quoi. gentil au Ouais, final. mais c'est quand le même. vampire parfait, justement, Eric. Il y a le cas de. Alors, il y a une autre série, The Strain, qui. Comment on pourrait dire qui explique le vampirisme ou qui. Est-ce que tu peux pitcher The Strain? Ouais, The Strain, c'est exactement genre la super idée qui va pas du tout se terminer en super idée. C'est-à-dire que ça aborde. Non, mais c'est génial parce que ça aborde en fait. Faut pas regarder la bande-annonce. Surtout si elle est comme celle de Stranger Things. On l'a pas. Faut pas regarder la bande-annonce. On a Il juste faut vraiment des se lancer dans la images série. qui vont passer. Et en fait, ils abordent le vampirisme comme une vraie maladie que les humains découvriraient sans comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que dans les films, de temps en temps, genre il y a un vampire et puis tout le monde fait « Ah, c'est un vampire !» Alors oui, bon. Et là, en fait, il y a une épidémie dans un avion. Ils retrouvent un avion rempli de cadavres et ils savent pas ce que c'est. Et les cadavres commencent à se lever et à mordre les gens. Bon, ils mettent un peu trop de temps quand même à comprendre le truc. Tu sais que dans Nosferatu, j'ai revu Nosferatu, le fantôme de la nuit. Tu vas pas m'empêcher de parler des vampires ninja. Le bateau plein de gens morts de la peste qui arrivent d'Odessa et qui entrent dans le port de la ville. C'est exactement pareil. Est-ce que dans Nosferatu, parce que, attends, je termine quand même pour dire The Strain, c'est de dire que donc, la première saison est incroyable. Et alors, on ne sait pas pourquoi, à la fin de la première saison, qui est impeccable, on nous sort des vampires ninja. Mais vraiment, non, mais vraiment, c'est des vampires ninja. Et alors là, non, c'est plus possible. Non, il y a un moment. Marie nous dit c'est quoi cette série, donc c'est The Strain dont on produit parle. par Guillermo del Toro d'ailleurs. Produit et créé, je crois, par Guillermo del Toro, qui est formidable, qui a fait Pacific Rim. On voit l'image du verre. Voilà, mais et donc, c'est un peu, ce qui est juste, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une excellente série. C'est une vraie excellente série. Le seul problème, et parce qu'on parle de ces figures vampires, zombies, etc. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait différentes versions, mais il y a un moment où on respecte son sujet, quoi. Et des vampires ninja, ce n'est pas possible. Il y a une ligne de démarcation. C'est vampire, c'est bien. Vampire ninja, on arrête. Il me semble que dans The Strain, Guillermo del Toro, il s'est follement amusé sur les fondements du mythe du vampire, en reprenant des choses qu'on a vues et dans Nosferatu et dans Entretien avec un vampire qui servent de base à sa série. Et puis après, il a comme dans beaucoup comme dans ses films de cinéma, il joue avec les clichés, il renvoie des balles, et les vampires ninjas, je les apprécie pas non plus, mais c'est une espèce de blague. Hein. Moi, je vois ça comme des blagues les blagues de Guillermo del Toro, Pacific Rim, c'est une blague, c'est brillantissime. Là, la blague du vampire ninja, non mais une blague peut être bonne, mais il faut bien la raconter. Et là, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe. Enfin bref. Celui qui sait, qui est à New York, qui est du sommet de son gratte-ciel, attend l'arrivée de la bête et cet avion qui a atterri sur l'aéroport JFK et qui est l'avion de la mort en fait. Eh bien, il est quand même blond, il parle allemand et il a un grand manteau de cuir noir. C'est le méchant du village français. Et c'est le méchant. Oui, c'est le village français. Oui, mais parce que de l'autre côté, il y a un vieux monsieur qui a une canne épée et qui est juste trop cool. Donc ça marche. Parce qu'ils sont bien amenés. Mais les vampires ninja, toi tu dis que c'est trop cool, la canne épée, mais les vampires ninja, pour des ados, parce que là aussi c'est une série pour...
C'est comme les vampires qui brillent, en fait. Est-ce que le loup-garou, il a suivi la même trajectoire que le vampire dans le côté, on l'a rendu sexy, on a enlevé les poils, on a enlevé tout ça, et on voit la Alcide dans Loup-garou le loup-garou, il n'a pas la même aura, on n'a pas envie plus animal, il est plus bestial. Même dans Harry Potter, il est soumis à ses instincts. On n'a pas envie de passer la nuit avec un loup-garou, alors qu'on passerait bien la nuit avec un vampire. Ouais. Et puis le loup-garou, le loup-garou, il est quand même, il est de passage d'abord. Il devient loup-garou qu'au moment de la pleine lune. Il est humain déjà. Forcément, il est pas mort. Dans Twilight, les mecs, hop, je suis loup, et puis hop, je suis tout nu. Et hop, je suis loup, hop, je suis garou. Mais là aussi, il y a des libertés qui sont prises avec ce mythe du loup-garou. Alors, il y a, je pense aussi quelque chose de plus technique. Et alors là, c'est une analyse personnelle, c'est qu'un vampire, c'est facile à faire et ça coûte pas cher. En tu lui mets deux prothèses. Après, le problème, c'est que les loups-garous, il faut le créer par effets spéciaux. La CG pour animer un loup-garou, la fourrure, c'est la fourrure qui pose problème. Donc, il faut du gros budget. Moins de budget. S'il n'y a pas trop de budget, le loup-garou est à deux poils sur les joues. Dans Buffy, tu l'as pas vu souvent en loup-garou. Non, c'est vrai. Et puis il est parti vite. Ou alors tu lui mets un masque. Ou on le voit de loin et il se réveille nu dans la forêt. Joue sûrement, mais le loup-garou est moins. Un vampire, c'est facile. Hop. Deux prothèses dedans. Mais il y a une autre figure, alors lui, il est très humain, c'est le psychopathe. Il y en a dans beaucoup de séries. Celle peut-être la plus connue de Bryan Fuller, c'est Hannibal. Il a, comment dire, l'image d'Hannibal Lecter qu'on connaît avec Anthony Hopkins. Il a relevé le défi dans Hannibal avec... Mais c'était une partie qui était perdue d'avance, en fait. Anthony Hopkins, il arrive à devenir le plus grand psychopathe de l'histoire du cinéma en 8 minutes à l'écran ou 9 minutes à l'écran. Sauf qu'Hannibal, c'est une préquelle, donc c'est avant le silence des agneaux. Mais Mads Mikkelsen, il est brillant, j'adore cet acteur. Mais il le joue plus du côté dandy et onirique, c'est pas le même Hannibal, de toute manière. C'est pas le même Hannibal, mais bon... Ou Hannibal, d'ailleurs. Les deux sont pas comparables, mais je pense que personne peut se mesurer à la performance de Hopkins. Dans Le silence des agneaux. Qui est infâme. Et ensuite dans Hannibal. Dans des psychopathes, on en a vu aussi dans American Horror Story. Je sais pas il y en a aussi des psychopathes, il y en a beaucoup dans les séries, mais des séries construites sur le personnage d'un psychopathe, il y en a un peu moins. C'est Dexter quand même. Il y a Dexter, exact. Il y a Dexter qui est mi-justicier, mi-serial killer. Et il y a Bates Motel qui est pas mal aussi, en tout cas la première saison je l'avais trouvé formidable. Mais ça, l'idée est bizarre. T'as un film comme Psychose qui est très bien. Pourquoi tu vas... Pourquoi il y a une réunion où un mec un jour a dit les mecs, si on faisait avant Psychose, mais on s'en fout. Parce que la mode est à l'adaptation. La mode est à ne plus avoir d'idées surtout. Oui, mais ça c'est vrai partout. Enfin, je veux dire, pourquoi on adapte ça dans les... Pourquoi on fait Blade Runner, pourquoi on fait Alien Covenant, enfin voilà, il y a un problème. Je dis juste c'est un problème. Il y a encore des bonnes idées. On refaire des séries. True Detective, c'est une excellente idée. Et moi, je peux vous dire que le dernier épisode de True Detective... Saison 1 ou saison 2 Saison 1, là, en l'occurrence. J'ai rarement été aussi flippé pour un personnage. Ça, c'est vraiment un épisode qui fait peur. Mais parce qu'il y a... Gwendoline était pas d'accord, on passerait bien la nuit avec les loups-garous de Teen Wolf. Tiens, regarde. De Teen Wolf. De Teen Wolf, ce Teen Wolf. Le sorcier, la sorcière, ça aussi c'est un grand personnage de ce genre de série. On va regarder un extrait de American Horror Story, donc dans la saison 3, qui met en scène des sorcières à la Nouvelle-Orléans qui viennent d'apprendre qu'elles ont des pouvoirs. Et on va voir que c'est pas la sorcière chapeau pointu comme on l'imagine dans les livres pour enfants. O Dark Father, we offer this flesh up to you, blood, life, and all. Jesus, Sabrina, relax. We're just messing with you. Holy shit, are you... Madison Montgomery, movie star. Star de cinéma, Madison Montgomery, une milléniale. Ben c'est ça. Elle le dit elle-même. D'ailleurs, elle a un monologue à un moment en disant « Je suis une milléniale ». La sorcière, pareil, il faut aller sans arrêt, réinventer, etc. Ça, on est loin de ma sorcière bien aimée. Charmed, c'est soft aussi à côté. C'est génial, Charmed. J'aime beaucoup aussi. C'était la première série qui a un peu ramené la sorcière. Après, la sorcière bien aimée, ouais.
Qui l'a rendue là aussi très après, humaine. Tu la retrouves à nouveau dans Buffy, tu la retrouves dans Vampire Diaries. Le vampire est souvent accompagné d'une sorcière, de loup-garou, etc. Mais il n'y a pas une sorcière dans True Blood à un moment où Si. Oui, qui était méchante. Non, c'était pas une sorcière, c'était une... Voilà. Il y a trop de choses dans True Blood, en fait. Si, il y avait la sorcière méchante, en effet, dans True Blood, dans la saison 4, je crois. Ce qui est précieux dans American Horror Story, c'est tout le background historique et les légendes dont Ryan Murphy s'est inspiré. Avec le voodoo aussi, il y a les... Et le voodoo, la Nouvelle-Orléans et ses environs... l'histoire de cette région est pétrie de rites sataniques. C'est pas too much quand même à un moment, tu vois, sorcière, Nouvelle-Orléans. Marie nous dit c'est pas la meilleure saison, mais j'adore, elles sont tellement pestes entre elles. Et oui, alors effectivement, elles sont pestes entre elles. Moi, Enfin, si je veux regarder des pestes, je regarde Gossip Girl. Mais alors que Charmed s'inspire d'aucune légende particulière. Moi, j'aime toujours, je continue de le dire, quand il y a quelque chose, quand ça apprend quelque chose et quand ça... Once Upon a Time, qui n'est pas une série d'épouvante, et qui s'inspire des contes de tout l'univers des contes. Justement, moi, j'aime bien cette idée de réinvention, de recréation. La réinvention était pas mal. Je trouve que ça a mal tourné, ça devient trop Disneyland maintenant, enfin depuis quelques temps déjà, mais il y avait ça de bien que c'est posé sur un socle qui n'est pas un socle intellectuel, qui est un socle culturel, qui est un socle qui relève de la mémoire collective. Et ça, c'est bien. C'est le but même du conte, c'est d'être raconté, re-raconté, remodifié et adapté dans toutes les cultures, finalement. Mais ça sert à rien de mettre un vampire pour mettre un vampire ou une sorcière pour mettre une sorcière. Faut que ça vienne faut que ce soit, faut que ça ait des racines. Quand on met trop de personnages dans une série, c'est pour enrichir une mythologie qui, de toute façon, est inexistante. Parce que si on est obligé d'en rajouter pour ramener du public, ça veut dire que ça marche pas. Une très bonne série, elle peut tourner sur un personnage, voilà, ou une famille de personnages, mais pas une. On est un peu en retard. Je vais passer à Vincent tu voulais parler du générique de True Blood. Je voulais faire un petit focus, petite carte blanche à Vincent. On n'a pas parlé du diable et on n'a pas parlé de l'exorciste. On va... On pas mal de laissons Vincent faire sa carte blanche. Ah, c'est une carte blanche carrément. On passe ce générique, on va le voir, ce générique. Tu parles par-dessus et tu vas nous dire pourquoi c'est un bon générique pour toi. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les génériques dans une série, c'est ultra important, parce que c'est quand même la porte d'entrée dans les épisodes. Ça devient un vrai plaisir de les regarder. Et je voulais parler du générique de True Blood, qui est juste génial. Si on apprécie les génériques, déjà la musique est dingue. Alors évidemment, comme je parle, c'est énervant, on n'entend pas la musique, mais vous pouvez aller sur YouTube pour le regarder. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces génériques sont souvent faits par des studios qu'on ne connaît pas, mais qui sont des studios où il y a des artistes qui, je peux te dire, sont vraiment des gens ultra talentueux. Et notamment, je voulais parler de Digital Kitchen et de Elastic Studio, qui ont fait tous les génériques dont les gens se souviennent. Donc True Blood, donc Game of Thrones, donc True Detective. Enfin, True Detective, le générique de la saison 1 t'indique toute l'énigme. C'est brillantissime. Et la musique choisie était incroyable, etc. Enfin, et dans True Blood, il y a aussi les éléments... True Blood, c'est une ambiance... Oui, mais il y a aussi le côté... l'ambiance du Sud. On est dans l'ambiance. C'est une ambiance du Sud des États-Unis, mais c'est un générique qui est ultra organique, qui est parfait, en fait. C'est le générique qu'on n'a pas envie de zapper quand on regarde la... Voilà, exactement. Le petit bouton « Ignorer l'introduction » de Netflix, sur certaines séries, on clique tout de suite. Et puis sur d'autres séries... Vu les coups d'un générique, de plus en plus souvent, tu n'as pas de générique devant tes séries. Ou vite fait un panneau. Genre 5 secondes, parce que ça coûte tellement cher que ça... Ils ont tout compris. Ça fait aussi gagner une coupure. Mais je suis d'accord avec Vincent, c'est dommage parce que un bon générique de série, ça fait beaucoup. Mais dans Stranger Things, c'est pas mal parce que c'est bien équilibré et en plus, ils ont vraiment bien bossé le truc. La sono est super, la typo est incroyable. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, rapide capsule, mais ça n'a pas besoin d'être long. Il y a des génériques beaucoup trop longs. Gwendoline nous dit American Horror Story a de superbes génériques, des films d'horreur à eux seuls. C'est vrai. Non, c'est vrai que le générique de la saison 2 que j'ai vu est vraiment, vraiment intéressant. Mais Less is More, le générique d'X-Files, c'est un mythe quand même. Cette musique
déjà avec 2 bouts de ficelle et ils l'ont pas changé dans le revival, donc ça au moins c'était bien. Bah, tu changes ça, moi je regarde pas X-Files, quoi. S'il n'y a pas... Non mais ce son fout la chair de poule à tous ceux qui connaissent X-Files quand même. Mais voilà, c'était quand même pour rendre... Parce qu'on parle beaucoup de séries, mais c'est bien aussi de parler des gens dont on ne parle pas. Et je pense que ces mecs-là, qui sont vraiment dans l'ombre, participent énormément et plus qu'on le pense au succès des séries. Le générique de Charmed, incroyable. Parlons maintenant... je vous avais demandé de me donner vos épisodes qui vous avaient fait le plus peur dans ces séries dont on a parlé. Constance, toi, tu avais... Alors moi, je suis une petite nature et comme vous avez compris, il suffit de peu pour m'effrayer. Et donc, X-Files était suffisamment effrayant pour moi. À peu près, ça marche, mais tu l'aurais fait plus fort, j'aurais sursauté, je serais tombée de ma chaise. Donc, ce qui était bien dans X-Files, on retrouve un peu dans Stranger Things, c'est qu'X-Files, ça mise beaucoup sur le pouvoir de suggestion. C'est-à-dire que tu as des bruits, tu as des cadrages, mais on ne te montre pas forcément grand-chose. Et quand on te montre, la fin est ouverte, donc c'est susceptible d'avoir toute l'interprétation possible. On peut regarder l'extrait de La Meute. Parler de Winona, tu peux parler de Attendez. Il y avait Gillian quand même. Vas-y, Constance. Ouais, ce qui était impressionnant dans cet épisode d'X-Files, c'était que finalement, ce qui est le plus épouvantable, c'est ce qui est le plus humain et ce qui est le plus sous nos yeux et le plus indicible. Et c'est un épisode le plus terrifiant alors qu'il n'a rien de surnaturel et ça quand même concentre un peu toutes les peurs qu'on peut avoir dans le noir ou quand on débarque chez un inconnu ou quand on est perdu en pleine forêt. Et donc, tu as déjà été perdu en pleine forêt. Je me perds tellement facilement que c'est bon. Mais ça, c'est l'épisode qui, je crois, a été diffusé qu'une seule fois. C'était très difficile de le diffuser sur la Fox à la télévision française. C'était tellement glauque et suggestif que ça. Et tous les fans d'X-Files s'en souviennent. Et comme on parlait de féminisme, il faut quand même dire que Scully était une des premières personnages vraiment féministes à la télé, parce que c'était elle qui portait, c'était elle le cerveau, c'est elle qui était la rationalité et qui portait Mulder. Oui, mais ça, vraiment, quand on voit le personnage de Scully, c'est elle qui... Enfin, Mulder, c'est une épave, quoi. Sans Scully, là. Scully, il est rien. Non, mais dans les années 90, c'était pas évident de voir des personnages comme ça, féminins, à la télé, prendre les rênes et diriger les enquêtes et tenir tête à Mulder et tout. Enfin, voilà. Moi, je voulais dire que comme on avait parlé de Buffy, féministe, c'est un peu la précurseur de... Mais c'est la précurseur de plein de personnages, Scully. On pourrait écrire un livre sur Scully. J'adorais les contes de la crypte. Je sais pas on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. On a démarré sur Buffy, on aurait pu pas démarrer sur les contes de la justement, crypte. Buffy, Gwendoline nous dit, pour l'un des épisodes qui me donne la chair de poule, c'est le 17 de la saison 6 de Buffy. L'épisode qui évoque l'idée que Buffy serait enfermée dans un hôpital psychiatrique depuis le début et que sa vie serait une pure invention. Je me souviens de cet épisode. Ah mais oui, attends, ça me dit... Et oui, elle a raison. Elle était, et en fait, c'était bien sûr, elle était toujours la tueuse. On en a, en fait, on a un autre extrait de Buffy parce que c'est aussi un épisode qui a marqué la série. C'est un épisode sans dialogue avec des. Oui, c'est un peu un épisode capsule. Épisode un peu capsule. Ça s'appelle Un silence de mort. C'est l'épisode saison 4, épisode 10. On peut regarder un petit extrait.
Voilà, les gentlemen hein, qui sont pas très sympas, qui empêchent les gens de crier, qui leur volent leur cœur, si je me souviens bien. C'est gay. C'est très gay. Buffy était quand même connue pour ses épisodes un peu capsules. Il y avait eu l'épisode comédie musicale aussi. Il y avait beaucoup de l'épisode de Body aussi où elle redécouvre sa mère et où il n'y a pas de musique dans cet épisode notamment. On n'en a pas parlé, mais en effet il y a la figure du diable aussi qui est présente. La figure du diable, ça vaudrait une émission tout entière. Ça pourrait valoir une émission tout entière. Comme tous ces personnages, mais la figure du diable, elle est là, il y a peut-être une question technique aussi, je ne sais pas, tu pourrais nous le dire, mais elle est assez peu développée dans la série. Souvent, il prend possession, donc en fait, il prend possession, mais effectivement, il est beaucoup question de vampires, de zombies, de sorcellerie et donc de possession, mais la figure du diable proprement dite et toutes les manières dont on peut lui donner vie est moins montré. Il y a, sauf... dans American Horror Story, saison 2, justement, il y a le diable. Et moi, pour le coup, je me souviens, elle était quand même assez inquiétante dans la peau de cette nonne. Il est le diable dans la peau de la nonne. On aurait pu parler de Penny Dreadful aussi, où la figure du diable est importante. Mais on n'a pas parlé de l'Exorciste. Très rapidement. Non, mais dont la saison 2 vient de démarrer aux États-Unis et dont la saison 1 était et qui est un remake du grand film dont j'ai oublié le réalisateur J'ai oublié aussi. Le réalisateur célébrissime. Pardon ? Non, je suis pas sûre. Bon. Grand film des années 70, dont le reboot, pas mal du tout. Et d'autant mieux que, justement, la figure du diable, elle est suggérée. Et elle n'est jamais que suggérée. C'est-à-dire que le cas de possession qui est mis en scène dans la première saison, il est moins mis en scène encore que dans la version, c'est William Friedkin, je crois, des années 70. Et pourquoi tu applaudis ? Parce que Et tout est dans l'image, tout est dans la tonalité, tout est dans la tension. Avoir la saison 2 de l'Exorciste. Avoir la saison 1 si vous ne l'avez pas vue et avoir la saison 2 qui arrivera bientôt. Malheureusement, on n'est jamais exhaustif, on n'arrive jamais à parler de tout ce dont on veut parler dans cette émission. Une émission sur Scully. Pardon. Oui. Arrêtez, stop. C'est la fin de l'émission. Je remercie tous ceux qui ont participé sur le chat. Gwendoline, Jérémy, Marie ou Georges sur Le Figaro. Je remercie Julia, je remercie Constance et toi aussi Vincent. Je vous rappelle que la saison 8 de The Walking Dead est visible sur OCS chaque lundi. Vous pouvez aussi voir à partir du 3 novembre la saison 7 de American Horror Story, c'est sur Canal+ série. Dans les extraits qu'on a passés, vous pouvez retrouver les intégrales en DVD ou Blu-ray de Buffy, de X-Files, d'American Horror Story, les saisons précédentes. C'est édité par 20th Century Fox et ainsi que l'intégrale de The Strain dont on a parlé. L'intégrale de True Blood est également disponible, édité par Warner. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'une série Éoli. À bientôt. Bon Halloween. Joyeux Halloween à tous.